vous remercie beaucoup, en tout cas, tous d'être là et de nous avoir proposé, sollicité pour venir cette année, comme l'an dernier, pour venir présenter donc, la stratégie régionale Île-de-France de prévention du suicide. Donc, moi, je suis Daniel Pinet, je suis psychiatre référent santé mentale à l'Agence régionale de santé Île-de-France et je suis accompagné de Salomé Gahan, chef de projet santé mentale à l'ARS. Donc, c'est une partie de l'équipe des référents santé mentale de l'ARS qui est présente aujourd'hui. On est 2 sur 4. Et on vient donc représenter un petit peu notre équipe et l'agence pour vous présenter cette stratégie, comment on essaie de la déployer. C'est une stratégie qui est portée à l'agence par plusieurs directions, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui est portée par la santé publique, l'offre de soins, la veille et la sécurité sanitaire également. Et c'est quelque chose d'important parce que ça permet vraiment d'avoir aussi des visions assez transversales. Cette stratégie régionale, elle découle d'une stratégie nationale. On en parlait ce matin, donc on va faire un point assez rapide dessus. Une stratégie nationale de prévention du suicide qui a été déclinée dans le cadre d'une instruction du 10 septembre 2019. Alors, l'intérêt et l'innovation de ce qu'on disait ce matin déjà en propos introductif de cette instruction et de cette stratégie, c'est qu'elle est vraiment multimodale et elle articule les 5 piliers de prévention du suicide entre eux qui nourrissent et guident un petit peu toute la journée aujourd'hui, qui sont aussi en toile de fond, qui sont d'une part la formation des professionnels de première ligne, le maintien du contact avec les résidents et la mise en œuvre d'un numéro national, la prévention de la contagion suicidaire et l'information du public. La nouveauté de 2022, c'est qu'il y a une nouvelle instruction qui est sortie donc, le 6 juillet 2022, qui vient renforcer effectivement le déploiement de ces 5 piliers et de ces 5 axes, donc les renforcer tous, mais surtout qui vient amplifier l'ancrage territorial de la stratégie, l'articulation entre ces piliers, faire en sorte qu'ils puissent aussi communiquer les uns avec les autres, s'articuler les uns avec les autres, et qui vient aussi intégrer d'autres stratégies nationales, d'autres stratégies de prévention nationale pour des populations plus ciblées, comme les professionnels agricoles, avec la feuille de route du mal-être agricole, les personnes placées sous main de justice, qui sont vraiment des populations cibles pour la prévention du suicide. Alors, comment on déploie cette stratégie nationale au niveau d'une région comme l'Île-de-France? Donc ça, c'est la question et c'est la mission de l'agence derrière. Et comment on l'adapte finalement à nos territoires, en maintenant et en gardant toujours en tête les objectifs fixés, qui sont donc de viser la cassure de la courbe des suicides, plutôt qu'une diminution lente, comme on disait ce matin, une diminution lente d'année en année qu'on voit, mais également de cibler les populations les plus à risque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on se garde toujours en arrière-plan entre les fonds, arriver à toucher les bonnes populations et les bonnes cibles avec ces différentes actions. Donc là, on vous a remis les 5 piliers encore qui sont toujours là. Et ces actions, ces piliers, en fait, ces actions, elles vont s'intégrer vraiment, on va faire en sorte qu'elles puissent s'intégrer dans les travaux qu'il peut y avoir sur les territoires. Donc, notamment dans les projets territoriaux de santé mentale, mais aussi dans tous les autres services de politique de santé mentale au niveau local, comme les conseils locaux de santé mentale, les contrats locaux de santé avec les volets santé mentale, les dispositifs d'appui de coordination. Tous les dispositifs territoriaux sont visés pour pouvoir arriver à déployer ces piliers, que ces piliers puissent irriguer, j'ai envie de dire, toutes ces politiques territoriales locales. Dans le but de créer un maillage vraiment intra-régional de personnes ressources, un véritable écosystème, comme on disait, pour favoriser donc toutes les dynamiques, les passerelles qui vont de la prévention au repérage, aux soins, et permettre effectivement d'articuler tout ça. Alors, pour
ce faire, déjà, il a fallu mettre en place un comité de pilotage, donc un comité de pilotage régional. L'Agence régionale de santé a donc décidé de confier le pilotage de ce comité à deux personnes, praticiens reconnus dans le domaine, et qui sont présents ici parmi nous. Donc c'est le professeur Jean-Marie Dr Omnes, qui pilote donc ce comité de pilotage régional qui va réunir des représentants de la psychiatrie, infanto-juvénile, adulte, les personnes âgées, les référents de l'Agence régionale de santé, bien sûr, que ce soit les référents santé mentale, mais également les référents pour la santé des détenus, entre autres. Également la MSA, pour les populations, les travailleurs agricoles, le psychom, les représentants des maisons des adolescents, les représentants d'associations comme Empreinte, qui parlera tout à l'heure, comme Nightlines aussi, la CIR, qui est présente également. Donc l'idée de ce comité de pilotage, il est vraiment là pour pouvoir, pour pouvoir piloter, en fait, c'est sa mission. Donc avec des réunions trimestrielles et pouvoir intégrer toutes ces stratégies dont je parlais tout à l'heure, nationales, pour vraiment définir la politique régionale. Identifier les différentes actions qui vont être amenées, dans quel ordre, dans quel sens, et suivre le calendrier de ces actions. Alors après, on va parler un petit peu plus des différents piliers. Je passe la parole à Sabine pour la formation. Moi, c'est mieux comme ça. Donc, un des piliers clés de cette stratégie est la formation des professionnels, donc à la fois les cliniciens et les non-cliniciens, dans le but de répondre à trois objectifs qui sont l'évaluation et l'orientation des personnes et l'intervention en cas de crise suicidaire pour les professionnels cliniciens. Et pour les professionnels non cliniciens, les citoyens simplement qui peuvent être sensibilisés à la question ou les acteurs associatifs, la formation de sentinelles, donc au repérage des signes, et qui permet surtout de créer un dispositif, un réseau, on le verra un peu plus tard, auprès de populations cibles et dans des territoires cibles, et qui permettent, ces trois axes, permettent de créer une coordination entre les différents acteurs pour prévenir à la fois les crises suicidaires et aussi les tentatives, les réitérations, je ne sais plus comment le terme exact qu'on utilisait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, en Île-de-France, on a donc un réseau de formateurs régionaux à l'évaluation et l'intervention de crise. On a 34 formateurs. On a un réseau de formateurs sentinelles, on en a 18. Et on a également un pool de personnes déjà formées. Donc forcément, ce pool a été un petit peu impacté par la crise du Covid et certaines formations n'ont pas encore pu avoir lieu. Donc on espère pouvoir augmenter ce pool et le renouveler, puisque c'est vraiment un pilier fondamental de cette stratégie. Donc pour pouvoir déployer ces formations, on peut réfléchir à une stratégie qui soit pertinente. Donc, on a pensé à deux axes qui sont à la fois un déploiement populationnel auprès des personnes à risque, donc des populations cibles, qu'on a identifié par rapport à la littérature et ce qu'on peut voir, ce qui peut remonter aussi de nos partenaires locaux. Donc à la fois les jeunes, les personnes détenues, les minorités sexuelles, les personnes en milieu agricole, comme on l'a évoqué, et les personnes âgées. Mais le déploiement passe aussi par un déploiement territorial, puisque ce qu'on vise vraiment, c'est de créer un maillage territorial pertinent et de créer des ponts entre les différents secteurs du soin, du médico-social et du social. Et donc pour cela, on va s'appuyer sur ce qui existe déjà en termes de dispositifs de santé publique, que sont les CLS avec le volet santé mentale, les CLSM, les CPTS. Et l'objectif, encore une fois, est de créer des relais et des ponts entre les différents acteurs. Deuxième grand pilier de la stratégie, donc c'est le recontact des personnes qui ont fait une tentative de suicide. Donc c'est le dispositif de vigilance. Je vais en parler très rapidement parce que on en parlera beaucoup plus juste après en fait. Donc juste pour dire que les personnes qui ont un antécédent de tentative de suicide, c'est une population à risque. Donc, on retrouve donc 75% des récidives qui ont lieu dans les 6 mois après une tentative de suicide. Donc, c'est vraiment en plus une population à risque dans un délai après une tentative de suicide. Et que c'est aussi dans ce délai-là que le dispositif de vigilance a été pensé, donc comme un dispositif de recontact à la sortie des services des urgences
entre autres, et pour permettre toute une période de veille sur 6 mois, qui peut être réactivée pour 6 mois supplémentaires en cas de besoin, une période de veille avec des contacts entre 10 et 21 jours, puis après qui peuvent être réitérés en fonction des situations et de l'évaluation, jusqu'à la fin de cette période de 6 mois. Le survigilance, comment on l'a déployé sur la région, le choix ça a été de choisir des départements parfaits. Donc, selon la proximité géographique, mais aussi les habitudes de travail des gens, entre les professionnels sur les départements. Ça a vraiment été le choix, en tout cas au niveau de la région. Donc, avec un plateau technique de répondants qui est mutualisé pour les deux départements et des ressources de proximité qui sont dédiées pour le lien avec les différents acteurs et notamment les professionnels des SCI dans un premier temps. Donc là, je vous ai mis les premières inclusions, les premières données de chiffre d'inclusion qu'on a depuis 2 ans et la répartition. Le troisième pilier, c'est la mise en œuvre du numéro national dédié à la prévention du suicide, le 3114, dont je pense que vous avez tous déjà entendu parler. C'était une décision d'il y a un an, aux assises de la psychiatrie et de la santé mentale, de septembre 2021, la mise en place d'un numéro qui permet donc aux personnes suicidaires d'accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gratuitement, à un service professionnel d'écoute, d'information, d'évaluation, d'intervention et d'orientation. L'objectif, donc, c'est aussi de pouvoir prendre en charge finalement les appels que les régulateurs des centres 15 reçoivent aussi, et de pouvoir concilier également les professionnels, qui soient de milieux spécifiques ou pas, enfin, les proches, les aidants, face à une crise suicidaire. Alors, où est-ce qu'on en est de ce numéro national du 3114 ? Comme je disais, c'est un numéro national. Donc il y a un centre répondant national qui est situé au CHU de Lille, qui prend les appels et répond depuis un an, et qui prend les appels de l'Île-de-France depuis un an, qui est un centre ouvert 7 jours sur 7, 24/24. L'objectif et le projet est d'arriver à construire un propre centre répondant au sein de la région, en Île-de-France. Donc, c'est un projet qui est coporté par le GHPPN, ici, et la PHP, pour être localisé à proximité du SAMU, bien sûr. Donc, les conventions sont signées, je crois, aujourd'hui, demain. Les travaux ont pris un petit peu de retard, un tout petit peu de retard, mais l'ouverture devrait arriver d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année. Donc, c'est un centre de jour qui permettra de prendre les appels, en fait, de la région, sur le centre répondant de la région. Ce qui donne un peu plus de facilité pour les orientations et en termes de ressources, parce qu'un des gros enjeux d'un numéro national comme celui-là, c'est répondre aux gens, les informer, mais pouvoir les orienter et aussi pouvoir prendre en compte les ressources territoriales qu'il peut y avoir. Mais pour ça, il faut les connaître. Donc, un annuaire national de ressources est prêt d'être créé finalement en parallèle de ce numéro. Et il y a tout un dispositif dont je vous passe les détails, parce que c'est très technique, pour arriver à créer un annuaire qui soit national, accessible partout, en connexion avec déjà les dispositifs qui existent, les nouveaux dispositifs qui puissent être alimentés par les régions aussi, en fonction de ce qui évolue, ce qui bouge dans la région. Normalement, la finalisation, c'est pareil, c'est d'ici la fin de l'année pour cet annuaire. Je passe la parole pour le 4e pilier. Donc le 4e pilier qui est la prévention de la contagion suicidaire, donc on va en parler plus en détail après. En tout cas, ce dont nous on peut vous parler, c'est la manière dont on déploie, les actions qui sont mises en œuvre pour prévenir la contagion suicidaire. Donc le programme Papageno, qui est la sensibilisation auprès des médias sur la manière dont on parle de suicide et la formation, la sensibilisation des étudiants en journalisme, l'identification des hotspots, donc les lieux où des tentatives de suicide apparaissent. Donc c'est un travail qui est en cours avec Île-de-France Mobilité et les partenaires, donc la RATP, la SNCF, qu'on reprend puisque, encore une fois, la crise Covid a malheureusement eu un peu un effet sur ces dynamiques de travail. L'identification des hotspots, c'est une chose. Ce qu'on met en place ensuite, une fois qu'on a identifié les hotspots, c'en est une autre. Donc c'est également, ça fait partie des axes de travail. Et le développement de la postvention, dont on parlera également juste après.
Enfin, le dernier axe de cette stratégie multimodale concerne l'information du public, donc grand public, la communication dans les grands médias, également la communication auprès des acteurs clés de la santé publique. Donc on a repris les différentes campagnes, les différents sites qui peuvent divulguer des informations, et puis également l'organisation de journées, comme donc d'aujourd'hui, la journée du 10 septembre également, le but étant de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre à la prévention du suicide et encore une fois de faire des ponts entre différents acteurs, différents mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler et de se parler. Voilà, je ne sais pas si vous avez du coup des questions, si on attend. On peut prendre quelques questions. Si une ou deux questions, c'était des questions dans la salle sur.